Monsieur le ministre, samedi dernier, le monde a assisté à la première étape d'un coup d'État. Donald Trump a déclenché un raid militaire sur le sol d'un pays souverain, a enlevé le dirigeant du Venezuela et a appelé à la mise en place d'un régime conforme aux intérêts des États-Unis et à son idéologie. Le régime de Nicolás Maduro, qui fait fuir 25% de sa population et qui réprime l'opposition, doit évidemment être dénoncé. Il n'empêche que cette agression est une violation incontestable du droit international qui doit être fermement condamné. Et nous l'exprimons ici clairement, car cela n'a pas été fait dans la première réaction, la plus importante, du chef de l'État qui s'est limité à affirmer, je le cite, que le peuple vénézuélien ne pouvait que s'en réjouir. Cette réaction, contraire à notre histoire diplomatique, est un aveu de faiblesse et un manque de lucidité face au retour des vieux démons impérialistes américains. Les diverses réactions du Quai d'Orsay ou de chefs de l'État ont semé la confusion et le doute. Pouvez-vous nous rassurer et confirmer clairement que la boussole de la France est toujours celle du multilatéralisme, de la souveraineté des États et du respect de la Charte des Nations Unies? Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, je veux vous rassurer. Il n'y a absolument pas de divergence. La position du Quai d'Orsay, vous savez, elle n'est pas déterminée uniquement au Quai d'Orsay, elle est forcément déterminée avec le Président de la République. La vérité, c'est que le Quai d'Orsay a été extrêmement clair par la voix du ministre des Affaires européennes et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, en rappelant que le droit doit primer sur la force, en rappelant que la France ne peut pas accepter le fait qu'il y ait une intervention extérieure qui vienne changer la volonté et la libre détermination du peuple vénézuélien. Et le président de la République a simplement conforté et rappelé aussi qu'il fallait maintenant se consacrer à la transition et accompagner le peuple vénézuélien justement à pouvoir accéder à cette libre détermination, en rappelant d'ailleurs qu'il y a eu un président qui a en fait été élu lors des dernières élections, et ce n'était pas le cas de M. Maduro. La France n'a d'ailleurs jamais reconnu l'élection de M. Maduro. Donc les choses sont claires, je veux vous rassurer, et nous continuons à considérer, et la France est motrice de ce point de vue-là, que le droit prime, que le multilatéralisme est nécessaire à l'équilibre du monde. C'est la politique de la France, et nous poursuivrons dans ce sens. Monsieur le ministre, j'entends vos propos, mais il est clair qu'aujourd'hui, il faut regarder la vérité en face. La stratégie de Donald Trump est désormais limpide, assumée. Ce n'est en rien celle d'un libérateur, mais au contraire celle d'un prédateur, celle d'un pilleur de ressources pétrolières. La route est toute tracée. Après le Venezuela, ce pourrait être Cuba, la Colombie et le territoire européen du Groenland. Monsieur le ministre, face à ce risque, la voix de la France doit être forte pour être écoutée, maîtrisée pour être crédible et fidèle à ses valeurs pour préserver l'espoir des peuples qui aspirent à la liberté de disposer d'eux-mêmes. Cette voix, ce doit être celle de la France des Lumières, celle de la France du non à l'intervention en Irak. Cette voix, ce doit être une voix qui compte, celle d'un phare pour notre Europe, pour sa survie. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, le plan Grand Froid a été activé dans plus de 40 départements en France métropolitaine. Ce plan est une question de survie pour beaucoup et de mort pour beaucoup trop. Nous déplorons ainsi des victimes à Nantes, à Paris et ailleurs. En France, 350 000 personnes sont sans domicile. Parmi eux, de nombreux travailleurs pauvres qui peinent à se loger, des jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance, des femmes victimes de violences, des personnes âgées qui n'arrivent plus à payer leur loyer, des étrangers sans papier. Selon la Fédération des acteurs de la solidarité à la mi-décembre, 7 000 personnes, dont 2 000 enfants ayant appelé le 115 en France, n'ont pas obtenu de place en hébergement d'urgence et dormaient à la rue. Ces plans Grand Froid pallient sur de très courtes périodes des manquements structurels que les associations tentent de combler alors que les coûts augmentent et que les subventions se réduisent, les mettant elles-mêmes en grande difficulté. Je rends ici hommage à tous les bénévoles et professionnels qui accompagnent les plus vulnérables dans des conditions difficiles. Vous n'êtes pas responsable de la météo, Monsieur le Ministre. D'ailleurs, quoi de plus normal que des températures négatives en hiver dans notre pays ? Mais vous êtes en responsabilité d'agir lorsque des millions de Français subissent la précarité énergétique et le mal-logement. Plus de 4 millions de personnes sont en situation de mal-logement en 2024, soit plus de 20% en 10 ans.
2,7 millions de ménages attendaient un logement social mi-2024, un chiffre record, alors que seuls 82 000 logements sociaux étaient financés, le pire résultat depuis 20 ans. Les travailleurs pauvres, comme les retraités à faible revenu, doivent pouvoir vivre dans un logement décent, bien isolé, loin des passoires énergétiques qui grèvent les budgets et altèrent leur santé, les maintenant dans une spirale de précarité dont ils ne peuvent sortir. Monsieur le ministre, n'est-il pas temps de porter une réelle politique de logement pérenne et de qualité pour tous et toutes? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, merci Madame la sénatrice pour votre question. Et une fois de plus, je m'associe à l'hommage que vous avez rendu à tous les opérateurs, à toutes les associations et à tous les bénévoles qui aujourd'hui œuvrent pour protéger les plus vulnérables. Leur travail est fondamental et ils honorent le principe même de fraternité qui est au fronton de tant de nos bâtiments publics. Vous parliez tout à l'heure de baisse de subventions. Pardon, mais là je m'inscris en faux puisque justement nous travaillons à augmenter le budget pour l'ensemble de l'hébergement d'urgence, pour les plans grand froid comme celui que nous connaissons actuellement. Et encore une fois, je veux saluer le travail des préfets qui l'ont activé avec beaucoup de promptitude et qui ont ainsi permis d'augmenter de 5 000 le nombre de places. Plus de 73 départements encore aujourd'hui sont dans un plan grand froid activé. Mais justement, le budget, dans cette période si compliquée, a été augmenté, en tout cas proposé avec une augmentation de 110 millions d'euros. Ce n'est pas rien dans le contexte budgétaire qui est le nôtre. Et donc c'est pour ça qu'une fois de plus, je vous invite à ce que nous trouvions les moyens d'avoir un budget pour soutenir sur le terrain toutes ces associations qui font un travail extraordinaire et que collectivement nous puissions continuer à sauver des vies. Chaque vie perdue est un drame, évidemment, et c'est pour ça qu'il faut qu'on continue collectivement à se battre. Et plus largement, vous avez évoqué la question du logement. Vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison, c'est toute la chaîne du logement qui est aujourd'hui grippée en France. C'est pour ça que j'ai eu l'occasion de dire que je suis moins ministre du logement que ministre de la crise du logement. Et c'est pour ça que je remercie Monsieur le Premier ministre de soutenir les initiatives qui ont été portées. Nous avons pu, sur l'inspiration du rapport notamment de Marc-Philippe Daubresse, introduire dans le budget le statut du bailleur privé. Nous continuons évidemment à le défendre parce qu'avec des initiatives comme celle-ci, eh bien, nous recréerons du logement en France. Nous accompagnerons aussi le logement social puisqu'ils ont aujourd'hui besoin, logement privé, logement social, en symbiose, d'être soutenus l'un et l'autre. Et c'est ensemble que j'espère nous résolverons cette crise du logement. Monsieur le ministre, une puissance étrangère a tiré sur des Français et le Quai d'Orsay s'est tu. En août dernier, des gardes-côtes libyens, financés par l'Union européenne et armés avec des bateaux fournis par l'Italie, ont tiré pendant 2 heures une centaine de balles sur nos compatriotes, sur des volontaires internationaux de SOS Méditerranée et sur 87 rescapés se trouvant à bord. Leur seul tort, appliquer les conventions internationales sur le sauvetage en mer. Je ne vous parle pas ici d'immigration. Ce débat est légitime, mais rien de sérieux ne peut être discuté sans parler d'abord de notre position sur le sauvetage inconditionnel en mer, sans parler de notre héritage méditerranéen. Ce sujet ne doit pas être partisan. Nicolas Sarkozy avait fait de l'Union pour la Méditerranée une priorité. Et récemment, à Marseille, le chef d'État vaticané a rappelé, je cite, que les personnes abandonnées sur les flots doivent être secourues. Ceux qui se réclament de l'héritage chrétien de l'Europe ne peuvent ignorer ces exhortations. Depuis 2014, ce sont plus de 40 000 naufragés qui ont péri en Méditerranée, 40 000, et plus de 300 dans la Manche. Et nous n'observons pas de minute de silence pour eux. Son immense espace maritime impose à la France d'être à la hauteur de ces appels à l'aide. Les politiques faillissent, reste SOS Méditerranée pour sauver l'honneur et les écrivains pour rappeler l'essentiel. Je cite Laurent Godet, prix Goncourt. « La Méditerranée continue à être une mer où l'on meurt. Le temps passe et quelque chose s'installe. Toute tragédie qui se répète accouche du monstre effrayant de l'indifférence. » Monsieur le ministre, cette indifférence est-elle aussi celle du gouvernement français? Monsieur le ministre, depuis quand laisse-t-on tirer sur des Français sans réagir? Depuis quand la France se résigne-t-elle à ce que l'on meure dans la mer qu'elle a en partage avec l'humanité? Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur,
J'entends bien votre appel. Je veux vous dire que la France n'est pas restée sans réagir et qu'elle est, au contraire, y compris dans toutes les négociations autour, vous avez rappelé l'Union pour la Méditerranée, et dans toutes les négociations et discussions diplomatiques avec les pays du pourtour méditerranéen, la France est un pays qui est particulièrement actif et moteur, je le redis. Vous avez raison, le sujet est absolument essentiel, je vais y revenir. Je veux quand même vous rassurer, encore une fois, sur le fait que la France est mobilisée sur cet incident ou cet accident ou cet événement fort regrettable qui s'est produit effectivement. Les tirs qui ont visé le navire Ocean Viking sont graves et totalement contraires aux principes du droit international. Nous l'avons dit, nous avons marqué avec nos partenaires européens toute notre inquiétude. Nous sommes intervenus auprès des autorités libyennes à plusieurs reprises et à la suite de ces démarches, celles-ci ont été conduites, pour utiliser un mot prudent et poli, à faire une enquête pour faire la lumière sur cet incident qui est inadmissible et que les autorités libyennes elles-mêmes avaient du mal à expliquer. En tout cas, c'est en l'état les informations que nous avons eues. La sécurité de nos compatriotes, par ailleurs, je veux le redire, et c'est vrai en Libye comme dans tout État, est une priorité constante, y compris avec des cellules permanentes de veille du Quai d'Orsay, je veux le dire, et c'était évidemment le cas, en l'occurrence, en Libye. Nous restons mobilisés aux côtés des partenaires européens en faveur de la protection des migrants en Libye et des travailleurs humanitaires. C'est une réponse aussi à la préoccupation que vous avez évoquée. Nous avons d'ailleurs à nouveau passé récemment des messages en ce sens à nos interlocuteurs libyens. Nous étions d'ailleurs associés à la démarche collective internationale qui a été effectuée auprès des autorités libyennes à la suite d'autres événements qui s'étaient produits en avril 2025 avec des interrogatoires et des fermetures de locaux qui étaient particulièrement inappropriés aux yeux des autorités européennes et de nos partenaires comme de nous-mêmes. Nous avons donc multiplié là aussi les démarches, y compris en faveur de plusieurs organisations non gouvernementales. Je veux dire aussi que la direction de SOS Méditerranée a été reçue le 1er décembre 2025 pour faire le point. Elle a été reçue au Quai d'Orsay. Nous avons demandé à notre ambassade de Tripoli de faire une nouvelle démarche auprès des autorités libyennes afin d'obtenir cette fois-ci un rapport précis sur la situation. Pour le reste, je vous rejoins sur le fait que la gestion de la migration, merci Monsieur le Président, est une affaire extrêmement importante qui nécessite une coopération internationale développée sur le pourtour méditerranéen, car il y a effectivement, depuis 2014, pas loin de 40 000 morts à déplorer sur la Méditerranée.